Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. On n'en finit pas de découvrir le cerveau, en particulier de nouveaux territoires, pour une large part inconnus, qui permettent de comprendre en particulier ce phénomène de la plasticité dont nous connaissons tous l'existence, mais qui n'est pas toujours bien employé dans la vie quotidienne. Nous passerons en revue les fonctions et les prouesses, mémoire, émotion, passion, optimisme ou génie. Le cerveau est la clé de tous nos talents et la source de notre formidable faculté d'adaptation et de renouvellement. Une émission de réflexion, mais aussi très pratique avec notre invité du jour, le professeur Bernard Sablonnière, qui est professeur de médecine, médecin biologiste à Lille, chercheur à l'INSERM et auteur de nombreux ouvrages. Avec lui, nous parlerons performance, capacité de réparation, apprentissage. Nous ferons aussi un détour par les arcanes de la mémoire. Et cerise sur le gâteau, le secret chimique de nos sentiments. Et oui, le Bernard Sablonnière, les amis, en éprouvette. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser toutes vos questions à notre invité grâce à la boîte de dialogue située en dessous de cet écran. Bonjour Bernard Sablonnière. Bonjour Jean-François. Toujours aussi passionné par le cerveau, parce que vous allez voir, c'est un homme de passion. Absolument. Et vous écrivez de nombreux ouvrages, alors... Les nouveaux territoires du cerveau, c'est le plus récent. Oui. Mais enfin, il date un petit peu déjà. La chimie des sentiments, celui que j'ai beaucoup aimé. Et les clés du développement et de sa longévité. Le prochain, ça sera quoi? Ça sera sur quoi? Ça sera sur la longévité, mais d'un point de vue très global. Oui. Vous êtes transhumaniste? Non. On verra ça quand même. Bon, allez, vous allez commencer par nous rappeler, parce que je trouve que vous le faites mieux que quiconque, les grandes étapes de la formation du cerveau. Et si je me souviens bien, ça commence très, très, très tôt. Oui, on peut dire grosso modo qu'il existe 5 âges du cerveau. Le premier, certains biologistes l'appellent effectivement le Big Bang, puisque d'un seul coup, chez l'embryon encore tout petit, alors que l'embryon a la taille d'un grain de riz, les neurones commencent à pousser dans le cerveau, c'est au 28e jour de grossesse. 28e jour de grossesse, vous mettez en évidence, mais quand on dit que ça pousse, ça pousse. Ça pousse, puisque plusieurs dizaines de milliards vont se former rien qu'au cours de la grossesse. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Il y a 5 étapes. La deuxième, elle va être quand? Alors, la deuxième, elle démarre assez vite. En même moment que les neurones poussent, des connexions se forment. Évidemment, ils émettent ces fameux tentacules qu'on appelle les axones et les dendrites. Ils commencent à se connecter entre eux. On est toujours in utero. On est toujours in utero, mais la formation des connexions de deuxième âge se continue bien sûr pendant l'enfance. C'est ce que j'appelle la période du grand apprentissage. Ça, c'est la troisième période. Plus ça se connecte, plus l'apprentissage est facile. D'accord. C'est le deuxième, grosso modo. Oui, la condition de... c'est la poule qui fait l'œuf, là, c'est l'apprentissage qui crée les connexions ou les connexions qui créent l'apprentissage? Non, c'est les connexions qui favorisent l'apprentissage. Après, la troisième période, c'est le grand élagage. Ça commence dès l'enfance jusqu'à l'adolescence. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu comme des arbustes un peu fous. Les brindilles poussent n'importe comment. Au bout d'un moment, il faut élaguer, il faut faire des branches solides. C'est le grand élagage. Ah oui, oui, ok, continuez. Et ensuite, on arrive, le cerveau est à peu près mature très tard. L'âge de raison, au niveau cérébral, c'est bien au-delà de 7 ans. Parce qu'on considère maintenant par les études en IRM que le cerveau est complètement mature à 25-30 ans. Ouais. Après, là, il a ses capacités optimales, 25-30 ans. Pas forcément, c'est ce que j'appellerais, on en parlera tout à l'heure, la plasticité chez l'adulte. Donc il reste optimal à partir du moment où on le stimule. Parce que la plasticité, on va y venir très largement, c'est tout le monde, c'est tout le temps. C'est tout le monde et permanent. C'est pas uniquement l'AVC qui récupère, c'est tout le temps. C'est tout le temps, même chez la personne âgée. Et puis après, le fameux déclin cognitif. C'est sa 5e étape, déclin cognitif. La dernière étape, mais qui n'est pas inéluctable, qui ne se déroule pas au même moment chez tout le monde. Il y a cette fameuse réserve cognitive, c'est-à-dire si vous avez développé beaucoup de connexions, vous avez appris plein de choses, vous avez appris des habiletés manuelles dans toutes sortes de choses. C'est pas uniquement les hôpitaux universitaires qui vieillissent bien. Non, on peut aussi être un bricoleur de génie. Voilà. Donc plus on active ces circuits cérébraux avec des activités diverses et variées, plus la réserve cognitive va se maintenir et plus on sera capable d'exercer des tâches pendant toute sa vie. Avec quand même une grande injustice d'un individu à un autre, parce que le déclin cognitif, il n'est pas identique. Même chez des gens, on a tous en mémoire des gens de plus de 90 ans, comme Dormesson par exemple, qui est jusqu'à la dernière minute, et puis des gens qui pourtant ont fait tout le trajet que vous dites et qui s'écroulent. Donc il y a quand même une inégalité. Oui, alors l'inégalité, elle est due à la part génétique, elle est due à la part environnementale. Chacun a sa façon d'être
stimuler, activer, de réagir à l'environnement différemment. Puis il y a une part d'inconnu. Vous dites quand même, en lisant vos bouquins, qu'on est assez égaux au départ. Oui, parce que au départ, le programme génétique qui façonne les lobes du cerveau, qui nous dit, voilà, il y aura un lobe frontal devant qui fera ceci, il y aura un lobe pariétal au milieu qui fera cela. Ça, c'est le même programme chez tout le monde. Mais après, la façon dont les connexions se forment, c'est très différent. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Chez les vrais jumeaux... Mais non, on y va tout de suite, voilà, justement. Ils ont les mêmes gènes et on sait, notamment par des tests de logique mathématique, que souvent, les deux trouvent la bonne réponse à un test donné, ou bien tous les deux échoppent et trouvent la mauvaise réponse. Mais quand ils trouvent la bonne réponse, ils n'utilisent pas des activations de réseau identiques. Ils utilisent des chemins différents dans le cerveau pour arriver à la bonne réponse. Mais on parle de jumeaux qui sont restés au même endroit, parce que on sait fort bien que les vrais jumeaux, par exemple, il y en a eu sur des Asiatiques, un qui allait à Los Angeles et l'autre qui restait en Asie. Oui, tout à fait. On parle de vrais jumeaux, monozygotes. Parce qu'après, comme on va voir l'influence de l'alimentation, par exemple, on comprend ça. Les vrais jumeaux, donc, ils évoluent... Voilà. Les connexions se forment différemment. Alors, dans votre bouquin, que je vous conseille, « Nouveau territoire du cerveau », vous distinguez les performances exceptionnelles, l'hypermnésie, les calculateurs infinis, les super joueurs d'échecs. Qu'est-ce que ça signifie que ceux-là ont développé une capacité qu'on a tous en sommeil chez nous, ou c'est vraiment des individus exceptionnels ? Je ne pense pas qu'on soit capable, monsieur tout le monde, de développer ces capacités-là, parce que ces hyperfonctionnements de certains réseaux du cerveau sont des événements rares, par exemple chez les hypermnésiques. Alors les hypothèses actuelles, c'est probablement une hyperconnexion, c'est-à-dire pour des raisons qu'on ne connaît pas bien, dès la phase utérine, ils ont développé une densité de connexion anormale dans certains territoires, dans certains réseaux, ce qui font que certaines formes d'intelligence sont plus développées que d'autres. Oui, mais ça se traduit sur un truc qui est l'hypermnésie, c'est retenir des noms. Oui, évidemment. Quand on voit Daniel Tammet, là, ce fameux Anglais qui a récité les 20 000 décimales de pi, il explique qu'il se perd dans le métro à Londres. Et puis il a un métier très moyen, mais par contre, il a une mémoire des chiffres absolument étonnante. Et ceux-là, on les a mis dans des machines pour voir un peu s'il y avait des parties du cerveau qui s'éclairaient plus que d'autres. On peut simuler, on en parlera tout à l'heure avec le programme Blue Brain, enfin on en est loin, on en est à simuler le fonctionnement de quelques milliers de neurones seulement. Le génie, c'est autre chose ? Alors, il y a eu quelques recherches sur le génie par IRM fonctionnel, mais on ne connaît pas bien. On pense que c'est aussi de l'hyperconnexion, ou bien peut-être, vous savez, ces fameux astrocytes, ces cellules nourricières du cerveau qui jouent un rôle capital, qui probablement boostent chez ces personnes de façon supérieure à monsieur tout le monde, booste les capacités cérébrales. On parle toujours du cerveau d'Einstein qui était plus petit que la moyenne, mais... C'est très difficile parce qu'il a été conservé avec les méthodes de l'époque. Et donc, on a essayé quand même d'aller chercher des connexions. On a essayé de regarder, probablement certains disent qu'il y avait une densité d'astrocytes supérieure à la normale, mais bon, à l'époque on pouvait difficilement comparer avec des banques de cerveau comme on a actuellement, et maintenant le cerveau d'Einstein est en trop mauvais état. D'accord, enfin il n'y a pas qu'Einstein qui était un génie, il y a d'autres génies. Non, c'est très difficile, je crois que maintenant, avec les techniques d'IRM fonctionnelles qu'on fait facilement sur le vivant d'un patient, là, on peut avoir des informations plus précises. Alors, vous avez évoqué le projet Blue Brain. C'est des projets pour percer le secret de nos capacités mentales. Il y en a deux, il y a Connectome et Blue Brain. Vous nous dites un mot sur ces deux ? Oui. Alors, Connectome, c'est un projet qui a démarré en 2005 avec un chercheur suisse et un chercheur américain qui vise, lui, vraiment à faire la cartographie de cette espèce de toile d'araignée géante que sont toute cette trame de connexion dans le cerveau. Ça fait quand même 160 000 km de fil. Donc, il découpe les cerveaux des rongeurs en petits morceaux, après les avoir trempés dans la paraffine, comme les neuropathologistes. Il découpe ces morceaux et puis, par des techniques de microscopie électronique, ils essayent, tranche par tranche, de regarder où passent les fils, où passent les connexions, comment se font les connexions. Donc, c'est un travail de titan, quoi. Alors, le projet Blue Brain, c'est autre chose. Mais connecter quoi, le projet ? C'est de voir comment ça connecte ? Oui, vraiment, comment ça fonctionne. Parce qu'on ne sait pas encore, ça. Ah non, c'est pas bien. Bon. On ne sait pas bien, c'est très complexe. Oui. Et le Blue Brain ? Alors, Blue Brain, c'est vraiment simulation sur ordinateur du fonctionnement des neurones. Alors, c'est un projet extrêmement ambitieux. Mais il y a quelques années, ils ont publié la simulation du fonctionnement de 200 ou 300 000 neurones, ce qui représente une fraction de millimètre cube dans un cortex de rat. Donc on en est loin. Mais ça commence. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus. Tout à l'heure, sur les hypothèses de fonctionnement du cerveau, je vous dirai les hypothèses que Jean-Bernard m'avait données à l'époque.
Alors, on voit le cerveau normalement qui se développe, on sait que c'est compliqué, mais on sait qu'il y a des toxiques aussi. On va rentrer dans la vie de tous ceux qui nous regardent, pas leur vie personnelle, mais leur vie de leurs patients. Bon, alcool, drogue, on ne va pas revenir là-dessus. On sait que ça fait mauvais ménage avec le cerveau, tout le monde le sait. Mais vous insistez sur 2 éléments de vie. D'abord, le sommeil. Pourquoi ? Pourquoi, je peux comprendre, mais sous quel angle ? Alors, il y a de plus en plus d'études sur le sommeil parce que on ne savait pas trop bien, avant l'IRM fonctionnel, à quoi servaient les différentes étapes du sommeil, en dehors des études classiques d'électroencéphalographie, de rythmes cérébraux, etc. Et maintenant, on sait qu'il y a tout un tas de réseaux qui s'allument pendant le sommeil, alors qu'ils ne s'allument pas pendant le jour. Et ça permet finalement de faire fonctionner des réseaux qui fonctionnent quasiment jamais. Donc ça dépend des phases de sommeil. Donc ça permet... Le cerveau aurait besoin de ces périodes de repos pour aller... Voilà, pour activer des choses qui normalement ne s'activent pas, ce qui permet finalement... Qui décide ? Qui ? On ne sait pas. Qui décide ? C'est curieux, voilà. Qu'est-ce qui décide ? On ne sait pas. Alors, il y a un autre aspect important du sommeil, c'est l'aspect réparateur, évidemment. Bon, c'est facile à dire, mais maintenant, il y a de plus en plus d'études, notamment sur les neurotransmetteurs et les neurotrophines. Les neurotrophines, c'est des espèces de vitamines qui vont stimuler la réparation des connexions pendant le sommeil, notamment pendant le sommeil profond. Donc, la première phase de la nuit. Et ça, c'est très important. Donc, le cerveau, quand on dit un sommeil réparateur, les gens, effectivement, vous nous expliquez que le cerveau s'auto-répare, mais il participe à la réparation de tout le reste de l'organisme. Probablement en émettant des signaux chimiques. Des signaux chimiques, oui. En faisant baisser le taux des hormones du stress. On sait que le taux de cortisol baisse en début de nuit, donc le cerveau en profite. Et puis on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des éléments un peu nouveaux, la relation entre le cerveau et le microbiote. D'accord. Vous voulez toujours qu'on en parle tout à l'heure, mais de temps en temps, on peut en parler tout de suite. Mais ça, le microbiote, c'est pour un peu plus tard. Donc, quantité, qualité de sommeil, c'est la quantité ou c'est la qualité ? Alors, il semble que la quantité soit vraiment liée au fonctionnement de ces fameuses horloges biologiques. Oui. Qu'on a dans tous nos organes, on en a aussi dans le cerveau. Et chacun a son propre rythme. Alors il ne faut pas dire que 6 heures de sommeil, c'est pas assez, ça dépend. Si 6 heures de sommeil, c'est habituel chez quelqu'un qui s'endort alors qu'il est fatigué, qui s'endort très vite, qu'il a une bonne qualité, qui se réveille 6 heures après en pleine forme, ça veut dire que le sommeil est de qualité. Mais qu'est-ce qui fait Et chez d'autres, il faut 8 heures, 9 heures. Qu'est-ce qui fait que le sommeil d'un Macron lui permet, puisqu'on va parler de notre président, de dormir 4h30 et d'être dans le même état que vous et moi au bout de 7 heures ? On ne sait pas, mais les horloges biologiques qui contribuent, elles activent des gènes avec des rythmes variés. Oui. C'est-à-dire que ça induit des sécrétions de certaines hormones qui sont sécrétées plus vite, par exemple, chez lui que chez quelqu'un qui dort plus longtemps. Ou ça répare des récepteurs plus rapidement que chez d'autres. Donc, ils ont besoin de moins de sommeil pour avoir la même qualité de réparation des connexions. Donc, c'est la qualité du sommeil qui est plus importante que la quantité. Je pense, oui. Il n'y a pas de conseil particulier. Non, il faudrait peut-être demander aux neurophysiologistes. Oui, ça, de toute façon, tout le monde donne les mêmes. Et puis, alors, vous insistez beaucoup sur nutrition et cerveau. On en parle moins. C'est ce que vous appelez la santé dans l'assiette. Mais bon, ça, on savait pour plein de choses, mais pour le cerveau. À part que le cerveau est le plus gros consommateur d'énergie du corps. Le sucre, oui. Il y a 2 aspects. Souvent, on parle un petit peu trop et à mauvais escient des oméga 3. Bon, les oméga 3, c'est pour la bonne graisse du cerveau, c'est surtout pendant l'enfance et l'adolescence. Après, je ne pense pas que ça ait une utilité considérable. Après, le deuxième aspect, c'est surtout le bien manger pour éviter l'accumulation de signaux inflammatoires qui parviennent au cerveau. Et souvent, ces signaux inflammatoires sont produits par les bactéries intestinales, par le microbiote. Et à force de stresser les neurones, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut donner un début de troubles cognitifs et ça peut être un facteur de risque d'Alzheimer. Donc, oui, mais facteur inflammatoire. Quand vous dites santé dans l'assiette, ça veut dire on en tire quoi comme conclusion ? Qu'est-ce qui est inflammatoire, qui n'est pas inflammatoire ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui en tirer des conclusions ? Les excès de graisse, les excès de viande, les excès de sucre produisent des signaux inflammatoires. C'est connu, ça commence à être mesuré. Et donc, ça va augmenter le taux de cortisol, ça va augmenter le taux d'interleukine dans le cerveau et ça va abîmer les connexions. Alors, les végétariens, les véganes ont un cerveau plus en meilleur... En tout cas, ils abusent un peu moins de substances alimentaires normales qui, à forte dose, peuvent se révéler un peu toxiques, oui. Donc, comme disait ma grand-mère, on creuse sa tombe avec ses dents, mais aussi on forge sa stupidité.
sa stupidité ou sa bonne santé mentale. Voilà. Alors là, on a parlé des freins à l'épanouissement du cerveau, mais que dit un spécialiste comme vous devant les stimulants? D'abord, j'aimerais qu'on parle un mot des endorphines. C'est presque rentrer dans le langage populaire. Enfin, les endorphines, c'est des substances proches de la morphine. Oui, mais tout à fait naturelles. Donc ça veut dire que structurellement, elles sont différentes. Elles sont bien sécrétées dans le cerveau et elles se fixent sur les mêmes récepteurs que la morphine. On peut les mesurer, ça c'est facilement? On peut les mesurer, oui. Donc tout le monde en sécrète dans des conditions... le meilleur exemple, c'est le sport. Hein. Oui, le marathon, vous allez la dire. Mais même une course de 400-500 mètres, on sécrète déjà des endorphines. Et le bien-être au bout de, par exemple, une bonne heure de marche, ce sont les endorphines? Oui. Et en grande partie. Pourquoi on n'en consomme pas sous forme de comprimés? Parce que, comme tu sais, Jean-François, le cerveau ne se laisse pas comme ça... Il ne se laisse pas dompter par les... Il ne se laisse pas dompter par n'importe quelle substance. Il y a quelques drogues dures qui sont connues, qui rentrent facilement dans le cerveau, mais la plupart des autres... mais des endorphines naturelles, on pourrait imaginer que... Oui, mais il y a cette fameuse barrière sans cerveau et ce n'est pas facile. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme substance extérieure? On a parlé des endorphines, bon, évidemment, c'est classique. D'abord, le cerveau, on sécrète d'autres? Alors, il y en a d'autres, oui. On en parlera peut-être aussi. Il y a cette fameuse anandamide qui participe au circuit de la récompense. Je dirais que les endorphines, l'anandamide, la dopamine, bien sûr, qui participent aussi bien fortement au circuit de la récompense. Alors après, les substances extérieures qui pourraient mimer l'action de cela, il y en a un certain nombre dans l'alimentation, ce qu'on appelle les exorphines. Donc c'est des substances qui miment l'action des endorphines et qu'on trouve dans les produits laitiers, qu'on trouve dans les céréales, qu'on trouve un peu dans les fromages ou dans le vin. Ça a un petit côté stimulant, mais ce n'est pas l'équivalent d'une dose de morphine, évidemment. Vous parlez, là, vous venez d'évoquer le circuit de la récompense. C'est quoi le circuit de la récompense? Le circuit de la récompense, c'est un circuit bien identifié dans le cerveau, entre le tronc cérébral et le lobe frontal, qui fait que dans le tronc cérébral, il y a une sécrétion de dopamine. La dopamine, c'est vraiment l'hormone du désir, c'est l'hormone du wanting. Donc elle active au niveau postérieur le cerveau moteur essentiellement, et elle active au niveau antérieur le cerveau frontal qui commande toutes les volontés et tous les désirs, quelle que soit leur forme. Donc c'est vraiment l'hormone du désir. D'accord, mais alors le circuit de la récompense, Alors la récompense, parce que si le désir est trop fort, il faut un équilibre. Et dans le cerveau, il y a toujours un antidote naturel. L'antidote naturel, c'est un frein pour essayer de freiner l'ardeur de la dopamine, qui est un accélérateur puissant. Et ce frein, c'est le fameux GABA, qui est maximum pendant le sommeil et qui fait qu'on est complètement endormi. Et donc, il y a un équilibre. Et si tu forces avec trop de stimulants, tu dérègles le circuit et il n'y a plus assez de frein. Donc, le cerveau en redemande encore. C'est le de prendre de la dopamine, qu'est-ce qui se passe quand on... Alors, tu sais que la dopamine ne passe pas dans le cerveau. Exemple, avec les parkinsoniens, on leur donne de la L-Dopa. Alors maintenant, on a tendance, dans les traitements des parkinsoniens, comme tu le sais, à remplacer la L-Dopa par des agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire c'est des clés extrêmement puissantes qui ouvrent les récepteurs de la dopamine et qui peuvent donner des effets secondaires chez ces patients. Ils vont par exemple dépenser trop d'argent, ils vont commencer à regarder la voisine à côté de leur femme, etc. Ah oui, méfiez-vous de la dopamine. Le temps passe avec toi, puisque nos téléspectateurs ont pu remarquer qu'on se connaît bien, qu'on se tutoie dans la vie de tous les jours. On va quand même aller sur la mémoire, parce que c'est quand même quelque chose, je suppose, qui doit être dans le laboratoire de Lille. Un point essentiel. Un point essentiel. Qu'est-ce qui fait qu'on retient quelque chose, et surtout, qu'est-ce qui fait que certaines choses, on les retient donc peut-être que je me souviendrai plus de ce qu'on a dit dans 2 heures, alors que je peux m'en souvenir Qu'est-ce qui décide de ça? Qu'est-ce qui décide? Je ne sais pas, mais on commence à connaître... Je ne demande pas Dieu, mais je demande dans le mécanisme. Les structures, voilà. Dans les structures. Les structures, les réseaux. Alors, les structures et les réseaux s'étudient dans 3 grandes phases. Il y a d'abord l'encodage, ce qui fait qu'il faut faire attention à ce qu'on veut retenir. Si on encode tout. Si on encode trop rapidement, il n'y a pas de trace, ça ne reste pas. Les hypermnésiques disent eux, au contraire, qu'ils encodent tout. Oui, mais c'est des cas à part. Des cas à part. Prenons Monsieur Tout-le-Monde. Donc l'encodage. Ensuite, il y a la consolidation. L'encodage se fait par quoi? C'est par un procédé chimique?
Oui, bien sûr, c'est essentiellement le glutamate et l'acétylcholine qui commandent l'activation de ces réseaux. Donc l'encodage, c'est important, c'est-à-dire les conditions on apprend. Quand on voit les jeunes étudiants qui lisent un texte et qui ont la musique dans les oreilles et qui regardent leur portable toutes les 10 secondes, ils encodent mal. Non, parce que le cerveau est distrait. Le cerveau est distrait par un tas d'autres stimulations. Donc il faut bien encoder. Ensuite, il faut consolider. Donc pour consolider, il faut un certain temps, il faut laisser passer souvent une nuit de sommeil, ça permet vraiment de bien consolider. La consolidation se fait aussi pendant la nuit. Oui, ça c'est mais vraiment mais comment le cerveau décide si c'est important ou pas important? On n'en sait rien. Ça, on ne sait pas. Et la troisième que tu évoquais, c'est le rappel. C'est-à-dire comment que ça se fait que 2 jours après, on se rappelle d'un détail donné et pas d'un autre, etc. Donc là, les mécanismes de rappel ne sont pas encore bien connus. On sait comment ils se dérèglent dans les démences ou dans les troubles de mémoire. Finalement, on connaît mieux les choses quand on les observe lors de dérèglements que lors de fonctionnements normaux. L'oubli, c'est un phénomène chimique ou psychique? Les psychiatres diront l'oubli n'a rien à voir avec la chimie. C'est les deux en général, c'est-à-dire ça se passe dans les réseaux de neurones. Moi, je dirais que l'oubli, je pense que Stanislas Dehaene pourrait répondre aussi à cette question, c'est un fonctionnement un peu programmé dans le cerveau, justement pour tordre un coup à la mémoire, pour distordre la mémoire. Ce qui fait qu'à long terme, à force de détourner, de modifier des faits mémorisés, eh bien, ça crée l'imagination. C'est-à-dire, tu arrives à imaginer des faits qui ne se sont jamais déroulés, mais qui proviennent d'un fait mémorisé qui a été modifié, tordu, détourné dans le cerveau. Un biologiste du cerveau, en fin de compte, il réconcilie le neurologue et le psychiatre. Pleinement. Pleinement. Parce qu'il n'y a pas de territoire. Non, il n'y a pas de territoire. Ça passe par les mêmes. Au contraire, les neuropsychologues apportent des faits, des observations de patients dans des situations bien particulières. Et puis après, la neuroimagerie peut aller voir comment ça fonctionne, comment ça s'active dans tel ou tel territoire. Alors on comprend mieux, on l'a dit, le phénomène de perte de mémoire. Il y a quand même une perte de mémoire très particulière qui est celle de l'Alzheimer, cette espèce de gommage de la vie à l'envers, parce que c'est ce qui se passe. Donc on a évolué, on sait que ce sont des plaques. Tout ça, c'est pas récent. En revanche, ce qui est récent, c'est de dire qu'il y aurait comme une sorte de virus lent dans la progression des plaques. Oui, ça alors vient de sortir, ça. Oui, enfin, bon, virus lent, je ne sais pas. Il y a une hypothèse qui est un peu plus étudiée à l'heure actuelle, c'est, tu sais, l'hypothèse de l'Alzheimer, une maladie qui ressemble aux maladies à prions. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les fameuses plaques, c'est ce peptide amyloïde qui s'agrège, mais il y a aussi les protéines tau qui s'agrègent. Et on étudie ça d'ailleurs dans notre équipe. Et l'agrégation des protéines tau suit un chemin, depuis l'hippocampe, le lobe temporal, puis ensuite dans d'autres régions du cerveau. Et certains faits expérimentaux montrent que cette propagation utiliserait des mécanismes un peu identiques à ce qu'on voit dans les maladies à prions. C'est-à-dire que ça se transfère d'un neurone à un neurone par des mécanismes encore complexes. De proximité, donc. Oui. Est-ce que si on comprend la maladie d'Alzheimer, on fait quand même un grand saut dans l'espérance de vie, parce que Je ne sais pas si c'est dans l'espérance de vie. Actuellement, il faut être modeste. Comme tu le sais, il n'y a pas de traitement avéré de l'Alzheimer pour récupérer une mémoire complète. Donc les traitements actuels visent à différer le moment où le patient arrivera en dépendance complète. Et si on arrive à décaler de 5 ou 10 ans l'âge à laquelle un futur dément va devenir complètement dépendant, eh bien évidemment, ça fait des économies colossales pour la santé. Et le transhumanisme, c'est une utopie ou un danger alors? Donc ça, j'en parle dans mon prochain livre sur la longévité. Je pense que, grosso modo, c'est vraiment des utopies. Certains d'entre eux sont même des cinglés, puisqu'ils pensent que l'espèce humaine pourra vivre plus de 2 siècles. Non, tout ça, c'est de l'utopie. Alors, le bon côté des humanistes, c'est de stimuler la recherche sur la longévité et de stimuler un certain nombre de programmes. Il y en a beaucoup aux États-Unis, avec le programme Calico et d'autres, notamment sur les cellules souches, etc. C'est plein de gens qui ont beaucoup d'argent qui sont sur ces programmes-là, les Google et compagnie. Alors, on n'a pas parlé de la spasticité, de la plasticité. Je fais tellement souvent la confusion alors que ça n'a rien à voir. C'est quand même une qualité exceptionnelle et dont les médecins qui sont sur le terrain et qui nous écoutent
ont la traduction tous les jours. Vous disiez que la plasticité, ce n'est pas uniquement un AVC qui récupère, c'est donc tout le temps. Non, c'est vrai qu'avec les outils qu'on a actuellement, notamment l'IRM fonctionnel, on peut observer la plasticité courante, qui est beaucoup plus difficile à observer que cette fameuse plasticité réparatrice qu'on trouve notamment au niveau des nerfs ou au niveau de la moelle épinière. Donc dans le cerveau, la plasticité réparatrice, bon, après un AVC d'accord, mais il y a une plasticité naturelle qui est la conséquence d'une stimulation de réseaux de neurones. Et ça se voit à l'IRM parce qu'on voit un épaississement très modeste, mais qui est mesurable, de certaines régions du cerveau, de certains réseaux, qu'on active avec des tâches quotidiennes. Par exemple, tu te mets à apprendre la musique, eh bien, si c'est du violon, la région motrice qui commande finement la motricité des doigts va augmenter de volume, par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on ne demande pas assez au cerveau et qu'on pourrait lui demander beaucoup plus? Ah, c'est tout à fait ça. Le cerveau est prêt, c'est un peu comme un muscle. Il faut stimuler tous les groupes musculaires. Il ne faut surtout pas dire ça, que le cerveau est un muscle. Si, parce que si on le stimule correctement, il va répondre. Il va répondre comment? En développant ses réseaux de connexion. Stimuler correctement, c'est-à-dire c'est l'activer, c'est-à-dire au lieu d'être assis à rien foutre et regarder la télé, il faut se remuer, il faut faire l'exercice physique, il faut avoir des relations humaines actives, il faut avoir des tâches intellectuelles, des tâches motrices, faire du sport, c'est-à-dire activer différents réseaux qui ne vont pas être stimulés dans les mêmes circonstances. Par exemple, le fait d'accepter la maladie, que le cerveau, cette espèce de résignation, on ne peut pas dire que c'est une forme de plasticité? Peut-être, c'est ce que certains qui étudient ça avec la résilience cérébrale. Alors, il commence à y avoir des études sur les mécanismes de la résilience. On sait que ça se déroule notamment dans le lobe préfrontal. Et je pense qu'un jour, on arrivera à expliquer un peu mieux pourquoi ce mécanisme de résilience arrive à finalement oublier qu'on est malade. Alors on va terminer, parce que ça passe vite avec vous le temps, et je n'aurai pas le temps d'aborder tout ce que j'avais envie d'aborder sur ce dossier, mais sur votre livre précédent, La chimie des sentiments, parce que ça m'avait beaucoup marqué. Est-ce qu'en résumé, on peut dire que tous nos sentiments, c'est une histoire de réaction chimique? Non, bien sûr que non. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que les réseaux qui commandent le déclenchement de l'empathie, de l'amitié, de l'amour, sont les mêmes chez tout le monde, ça a été prouvé. Et l'activation de ces réseaux est due à des clés chimiques qui sont peu nombreuses, l'ocytocine, la dopamine. Oui, alors ça, on va revoir assez rapidement, mais tomber amoureux, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux? Les éthologues te diraient que c'est simplement pour que nos cellules sexuelles se rencontre. Alors c'est pas très romantique de dire ça. Moi, je tombe amoureux tous les jours, 5 fois par jour. C'est pas très romantique. Mais pourquoi d'un seul coup, on parle dans un groupe, vous parlez suffisamment d'hormones comme l'ocytocine, toutes ces hormones-là, pour qu'il y ait quand même les phéromones, par exemple. Alors les phéromones, c'est quoi? Bon, chez l'homme, probablement, ça joue un rôle tout à fait mineur, même s'il y a eu des études. Oui. Chez le chien, c'est pas le cas. Il y a eu quelques études chez l'homme qui montrent que ça active certains réseaux, notamment dans l'hypothalamus. Ouais. Et comme l'hypothalamus, c'est quand même la clé du déclenchement de l'acte sexuel, bon, on peut se poser des questions. C'est complètement involontaire. Il y a quand même un paquet de gens qui réfléchissent sur le marketing des odeurs, qui commencent à vouloir. Vous y croyez pas? Bon, n'oublie pas quand même que l'homme a perdu beaucoup de récepteurs de l'odorat quand on compare au rongeur. Or, le rongeur est l'animal d'expérience par excellence dans ce genre d'études. Donc, alors moi, il y a une hormone qui me fascine dans ce livre, c'est l'ocytocine. Je trouve qu'elle est méconnue, parce qu'on pourrait parler de la sérotonine. Je suppose que c'est votre hormone préférée, la sérotonine? Non, moi c'est plutôt la dopamine. La dopamine. L'hormone du wanting, vraiment, pour toutes sortes de choses. Les hommes politiques, ils en veulent tellement plus, probablement parce qu'ils ont des transporteurs de la dopamine qui fonctionnent très bien. On devrait faire une étude chez eux, oui. Ouais. Alors, ça se dose très facilement, la dopamine? C'est pas une question de dosage, c'est plus une question d'observation des récepteurs, c'est-à-dire des serrures qui sont ouvertes par ces clés dans le cerveau. Comment on pourrait examiner un homme politique? Il faudrait faire une IRM? Pour lui faire un DAT-scan. Ah oui, un DAT-scan. On pourrait proposer, le soir du débat de la présidentielle, qu'une partie du débat soit dans un DAT-scan. Alors si on revient à l'ocytocine, oui, l'ocytocine c'est remarquable. Comme tu sais, au début on pensait que c'était l'apanage féminin au moment de l'accouchement. En fait non, parce qu'on en trouve dans le cerveau dans les deux sexes. Il y a un peu plus de récepteurs de l'ocytocine chez la femme que chez l'homme, mais il y en a chez l'homme aussi. Non, alors, ce qui m'avait surpris, c'était qu'on prenait ces expériences qui consistaient à dire on prend une brebis vierge,
qu'on n'a rien à cirer des petits agneaux, et puis d'un seul coup on lui donne de l'ocytocine et elle se met à ranger le troupeau. C'est aussi caricatural que ça, l'effet de l'ocytocine? Peut-être pas, parce que là, bon, c'est des expériences expérimentales où on est obligé de faire des injections quasiment intraventriculaires dans le cerveau, donc c'est massif. D'accord. Mais non, je pense que la densité des récepteurs, c'est important. On sait que chez plusieurs espèces de mammifères qui sont très fidèles dans le couple, eh bien, les récepteurs de l'ocytocine sont très denses dans le cerveau. Donc c'est pareil chez l'homme. C'est l'ocytocine qui explique la longévité des couples et que l'amour se transforme en tendresse, c'est ça que... En grande partie. Vous êtes en grande Elle n'est partie. peut-être pas le seul, mais ça y contribue. Alors par exemple, l'ocytocine, je croyais que la femme enceinte en sécrétait énormément, ce qui fait que c'était ce qui différenciait. J'essaye d'arranger le coup des hommes, ça, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je Pourquoi dirais plutôt... la mère est plus attachée que le mari à ses enfants? Alors probablement, effectivement, elle en fabrique un peu plus, mais c'est aussi les récepteurs qui sont activés davantage au moment de la naissance. Bon. Donc, et on peut pas, ça se prescrit pas l'ocytocine, c'est pas. Alors, il commence à y avoir des essais en prise nasale. Ouais. Il y en a un peu quand même qui passent dans le cerveau par prise nasale. La fidélité dans le couple. Je ne sais pas si on va jusque-là, mais il faut que tu saches que... ça serait quoi l'ocytocine? Oui, on sait que génétiquement, certains variants de récepteurs de l'ocytocine sont différents chez les divorcés par rapport à ceux qui ne divorcent pas. Donc la dopamine, elle est sous la dépendance de gènes pour la sécrétion, on n'a pas... Oui, mais là aussi, c'est surtout les gènes des récepteurs qui sont importants, qui sont plus ou moins actifs. Ça veut dire qu'il y aurait un gène du désir sexuel, un gène du divorce Je vais trop loin? Oui, c'est peut-être un peu trop résumé. Ouais. Il y a toute une variété de gènes, mais certains variants de gènes jouent certainement un rôle dans l'appétit sexuel ou... dans la fougueur amoureuse. Bon, alors je vous conseille le bouquin. Là, on a été un peu vite. Hein. On a surfé sur 250 pages. Ma dernière question, votre truc, c'est de mettre les psychiatres au chômage, les sexologues, les remplacer par des dosages et des rééquilibrages chimiques? Ah non, je dis certainement non. Au contraire, c'est de faire parler autour d'une même table les biochimistes, les biologistes, les biologistes cellulaires, les neuropsychologues, les psychiatres, les neurologues et les imageurs du cerveau. Très bien. Eh bien, on va passer à vos questions. Alors, vous avez parlé du microbiote dont on dit, et notre médecin dit, je suppose que ça vous hérite, mais apparemment, vous en avez parlé tout à l'heure, que c'est notre deuxième cerveau. Alors, l'intestin deuxième cerveau, là, vous, quand même, le professeur Sablonnière, il prend des tours, non? Parce que c'est... Oui, un peu, mais c'est l'expression. Ouais. Alors, ce que ça signifie, c'est que les bactéries intestinales libèrent tout un tas de substances chimiques qui peuvent mimer des neurotransmetteurs. Donc, le cerveau les reçoit, il croit qu'il y a un deuxième cerveau qui lui envoie un message. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et parmi ces messages, il peut y avoir des signaux qui provoquent une dépression. Souvent, c'est des signaux inflammatoires. Ouais. Il peut y avoir des signaux qui ont un effet inverse, qui vont diminuer l'inflammation, qui vont renforcer la bonne humeur. Donc, finalement, ce terme deuxième cerveau n'est pas complètement galvaudé. Oui, on parle toujours, d'ailleurs, Vous revenez souvent sur l'inflammation, ça semble être un mécanisme clé. C'est de plus en plus étudié, et maintenant, même dans les mécanismes d'Alzheimer, il y a de plus en plus de projets de recherche sur l'immunité du cerveau, qui est encore extrêmement mal connue. Alors, un médecin nous dit, question sur le sommeil, peut-on orienter le travail nocturne du cerveau en lui offrant la possibilité de classer? Par exemple, est-ce que plus tard dans la journée on apprend et plus on pourra enregistrer? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a probablement des programmes de recherche là-dessus sur les spécialistes du sommeil. C'est-à-dire faire bosser les enfants le soir juste avant de s'endormir, Il faudrait leur poser la question. Mais je ne sais pas. Je pense que c'est récemment, là, c'est Stanislas Dehaene qui a été interrogé, qui va faire un groupe de travail là-dessus. Ah non, vous n'arrêtez pas de parler de ce Stanislas Dehaene. C'est un grand spécialiste sur les mécanismes de l'apprentissage. Il va se pencher là-dessus. Ah bon, on va l'inviter. J'ai entendu parler vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, l'anandamide. Le hashish naturel, c'est une réalité? Ah oui, c'est une réalité. Hein. Pourquoi il dit le hashish naturel, ça se ressemble? Parce que l'anandamide, c'est un peptide, et le cannabis se fixe, ou le hashish se fixe sur les mêmes récepteurs que l'anandamide. Que pense le professeur Sablonnière de l'intelligence artificielle? Un concurrent ou un éclat de rire cérébral? C'est pas un concurrent, mais finalement, le cerveau... C'est pas un éclat de rire non plus Non, parce que je pense que c'est sérieux. C'est vraiment des programmes sérieux. Mais à l'heure où on en est,
l'intelligence artificielle fait des programmes de plus en plus sophistiqués, mais c'est l'homme qui le fait. Alors le jour où l'intelligence artificielle aura dépassé toutes les limites, c'est le jour où elle sera capable de commander un cerveau humain. Et on en est loin. On en est loin. Bon, une petite question pour finir, parce qu'elle est amusante. Et l'orgasme, c'est de la chimie aussi? Il y a un peu de chimie, oui, bien sûr. Mais dans l'insula, ça se passe dans l'insula. C'est une petite zone du cerveau qui éclate et qui perçoit des images de plaisir au top. Ouais. Bon, alors effectivement, il y a des activations avec la dopamine, avec la testostérone et autres, mais c'est plus complexe que ça. Et il y a des activations de réseaux multiples qu'on connaît encore mal. D'accord. Écoutez, on va faire une conclusion un peu plus longue que d'habitude, parce qu'un de mes invités de ma vie de journaliste le plus prestigieux a été, en dehors de vous, le professeur Jean Bernard. Et quand je lui demandais ce qu'il pensait du cerveau, il me disait, sur le cerveau, il y a 3 hypothèses. J'aimerais avoir vos sentiments sur chacune des hypothèses. Il disait, la première, elle est pragmatique et optimiste. La connaissance des hormones sécrétées par notre organisme devenant de plus en plus précise, il est probable que dans les 50 prochaines années, on pourra répondre à la plupart des interrogations et grandes pathologies psychiatriques. Votre sentiment là-dessus? Donc ça, c'est non, parce que plusieurs années après, on s'aperçoit que les hormones, la connaissance du fonctionnement des hormones ne résout pas tout. Donc je dirais non. Non. Vous n'avez pas, par exemple, de l'espoir en disant qu'un jour, le dérèglement chimique de la schizophrénie ou de l'autisme, on va pouvoir intervenir et que c'est juste un dérèglement Non, parce qu'il y a vraiment, semble-t-il, des effets de l'environnement, des effets de la génétique aussi. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'un simple fonctionnement chimique de synapses ou autre. Mais la dépression, on a vu quand même qu'on arrivait à avoir des résultats avec la chimie. Donc, oui, bien sûr. Après, il y a l'aspect thérapeutique, l'aspect médicamenteux. Oui, bien sûr. Mais bon, on sait que la dépression, il y a aussi d'autres voies de recherche, bien sûr. Alors, la deuxième hypothèse, il dit il manque un concept pour comprendre, et l'absence de ce concept, en son absence, tous nos efforts sont dérisoires. Alors, c'était un peu compliqué. J'y avais dit, mais... Et j'avais pris une image et il m'avait validé cette image. Je disais, est-ce qu'on est comme un singe devant un moteur de Ferrari, donc un moteur extrêmement complexe, qui d'un seul coup s'aperçoit qu'en tournant à gauche, on dévisse un boulon et qu'à droite, on le revisse? Sommes-nous des singes devant un moteur de Ferrari? C'est pas complètement faux, mais je dirais que le concept, finalement... Le concept maintenant, c'est qu'au lieu d'avoir une bulle cérébrale où on ne comprend rien ce qui se passe, notamment maintenant avec l'IRM, l'étude des réseaux cérébraux, on commence quand même à comprendre comment ça se connecte un peu mieux, comment ça peut fonctionner. Ça ne vous plaît pas de dire que les médecins de Molière qui faisaient des saignées, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient aussi le sablonnière de l'époque, serait en train de me dire, vous n'en faites pas pour le cerveau, il suffit d'une bonne saignée, ça marche. Est-ce que vous pensez qu'on a vraiment fait tellement de progrès qu'on peut aujourd'hui se dire on est autre chose qu'un singe devant un moteur de Ferrari? Ça me fait plaisir que vous disiez le contraire. Oui, quand même, oui. Mais vous ne pensez pas qu'il y a encore tellement de choses? Toutes les questions que je vous ai posées, comment la mémoire se... Non, bien sûr. Mais on a un peu plus de concepts qu'au moment où le disait Jean Bernard. Je suis d'accord, mais il nous manque quand même énormément bien sûr, énormément de choses pour comprendre. Et puis, il prêtait à l'immense Jacques Monod, comme il disait, la troisième hypothèse. Alors ça, celle-là, c'est un peu compliqué. L'objet ne peut pas être le sujet. En clair, parce qu'il est le cerveau ne pourra jamais comprendre ni expliquer le cerveau. C'est pas complètement faux, c'est-à-dire qu'on est obligé de décortiquer des formes d'intelligence qui façonnent nous-mêmes notre cerveau et notre façon de répondre ou de comprendre. Donc au bout d'un moment, il faudrait imaginer quelqu'un de différent qui appréciera le fonctionnement du cerveau différemment de nous, et peut-être qu'il aura un autre éclairage. Bon, vous avez peut-être une quatrième hypothèse que Jean Bernard n'avait pas pensé sur le... Non, c'est pas de quatrième hypothèse. Je pense que c'est de plus en plus remarquable ce qu'on y trouve. On a des outils de plus en plus sophistiqués, il faut laisser les chercheurs travailler. Bon, j'ai bien retenu que d'ici quelques mois, vous venez nous expliquer comment vivre plus longtemps. Merci Bernard Sablonnière. Merci Jean-François. Alors je rappelle votre livre, du moins le dernier, Les nouveaux territoires du cerveau, paru il y a quelque temps chez Odile Jacob. Vous reviendrez donc nous parler du prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le réclamer. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. jdflemoine@gmail.com. Alors pour revoir nos émissions, il suffit d'aller sur le site fréquencemédicale.com. N'oubliez pas de liker l'émission quand elle vous a plu, c'est important. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée. En attendant de vous retrouver, portez-vous bien.